Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui nous allons voir enfin, je sais, vous l'attendez depuis longtemps, la suite de Santini de Riol avec les pierres magiques. Et oui, beaucoup m'ont demandé la suite et là, ça y est, on y est. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire en une vidéo parce que là on a fait un seul tiers du livre. Mais je vais en profiter quand même pour faire une petite dédicace au pseudo Frédéric Christophe qui attendait cette vidéo avec impatience et j'ai bien aimé le commentaire. Bonjour, merci. Bon, si je pouvais mettre 10 likes en plus, je le ferais. Parce que vous savez, il fallait attendre 20 likes. Et je sais que c'est des sujets qui tiennent à cœur certains, mais pas forcément tout le monde. Et là, à l'heure où j'enregistre, sachant que je vais publier la vidéo beaucoup plus tard, nous sommes toujours à 15 likes. Donc je fais quand même cette vidéo pour tous ceux qui ont pris la peine de mettre les likes. Et bien qu'elle sera écoutée un petit peu plus tardivement. Normalement, vous êtes en train d'écouter la dernière vidéo que j'ai préenregistrée à l'avance, puisque comme vous savez, j'avais dit que je serais moins disponible pendant 15 jours pour enregistrer. Donc là, il s'agit de la dernière vidéo, il y en aura peut-être une de plus, mais sur la semaine qui vient, vous devriez avoir à nouveau quelque chose dans des enregistrements dans les temps. Voilà, allez, on y va. Donc vous vous souvenez, on était arrêté à la pierre alabastrite en numéro 26, en petit donné, alors c'est pas le numéro de la pierre. Alors alabastrite, numéro 26, c'est le numéro du commentaire. Donc, puisque comme vous avez compris sur ce livre, il met pas forcément ses données personnelles, il met simplement ce qu'il a trouvé, lui comme information, des auteurs de l'époque, contemporains ou plus vieux, concernant ces pierres-là. Alabastrite. Alabastrite vient de l'albâtre en Égypte et de Damas en Syrie. Sa surface est blanche mais coupée de diverses couleurs. Brûlée avec du sel fossile et pilée, elle diminue les maux de tête et de dents. C'est signé Plein. Ensuite, on va avoir, donc c'est tout ce qu'on va avoir. Ensuite, on va avoir l'alectorie. L'alectorie est ainsi nommée de ce qu'on la trouve dans les gésiers des gallinacées. Elle a l'aspect du cristal et la grosseur d'une fève. Milon de Crotone, dit-on, s'en servait dans les jeux et lui dut l'honneur de n'être jamais vaincu. Toujours signé Plein. Amphicum. Devant Démocrite, l'amphicum, autrement érotile, donc ça c'est aussi un autre nom, érotile ou pieromnémon, est bonne pour la divination. Donc pieromnémon, c'est P-I-E-R-O-M-N-E-M-O-N. Est bonne pour la divination, pardon. Toujours signé Plein. L'ambre gris. L'ambre gris est la déjection d'un animal marin. On dit que c'est une substance qui pousse dans les profondeurs de la mer, qui est mangée par certains animaux de mer et que les vagues agitées déposent au reflux. Il a la forme de nodosité ligneuse, il est gras, léger et nage sur l'eau. Il y en a une espèce de couleur noire, peu estimée, creuse et sèche. L'ambre est odorant, fortifie le cœur et le cerveau, est utile contre la paralysie, le tic facial et les maladies causées par la pituite grossière. C'est le roi des parfums. Donc ça, on va l'utiliser énormément, ça c'est vraiment l'ambre gris qu'on utilise en parfum. C'est signé Ibn Hassan, médecin arabe. Alors attention à pas confondre l'ambre gris des baleines, donc la substance du cachalot, qui va être donc cireuse, grise et noire, qui est utilisé en parfumerie, et ne pas le confondre avec l'ambre jaune, qui est l'ambre baltique, dont l'origine est de la résine fossile d'arbres préhistoriques. D'accord, c'est de la résine d'arbre qui s'est fossilisée tout simplement. On n'a pas du tout déjà l'âge de l'ambre en général jaune, c'est plusieurs millions d'années, entre 20 et 100 millions d'années, c'est jaune, on l'utilise en bijouterie. Donc là, il parle bien d'ambre gris. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc on va voir justement s'il va pas mélanger les deux, j'ai un petit peu peur. Là pour l'instant on est vraiment sur l'ambre qu'on utilise dans les parfums, qui d'ailleurs est interdit maintenant, il me semble. L'ambre est chaud et sec. Il paraît qu'il est chaud au second degré et sec au premier.
Il convient au vieillard par sa douce chaleur. Donc là, signé médecin arabe Avioen. Ensuite, l'ambre est salutaire dans les affections de l'estomac de nature algide, contre les flatuosités grossières de l'intestin et des obstructions. Pris soit à l'intérieur, soit en friction contre la migraine et la céphalgie, causée par les humeurs froides, en fumigation et en friction. Il fortifie les organes et neutralise les émanations cavadériques si l'on en prolonge l'ingestion les fumigations. Donc là, c'est signé un autre médecin arabe, Ibn Ronouan, donc on sait toujours pas si là il nous parle... là on sait pas s'il nous... Je pense que c'est toujours l'ambre gris parce qu'on est toujours dans le paragraphe ambre gris. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu douce là aujourd'hui, c'est que je suis un peu fatiguée, j'espère que ça va se réveiller un peu. Ensuite, on obtient un succès marqué en appliquant l'ambre sur les articulations prises d'afflux, d'humeur ou sur les parties œdémateuses. Au fait, tout à l'heure, pour les flatuosités grossières de l'intestin, il y a aussi le charbon. Il fortifie leurs ligaments et dissipe les humeurs qui y affluent. On en fait des injections dans les narines, dissous dans quelques huiles chaudes, comme l'huile de marjolaine, de camomille, de matricère, de basilic contre les affections graves du cerveau accusées par la pituite épaisse ou des vapeurs. Il dissipe les obstructions survenues dans les circonvolutions du cerveau et le fortifie contre les vapeurs et les humeurs. On en prépare des parfums sous forme de pommes que l'on donne à flairer aux sujets affectés de paralysie, de tic facial, vous voyez ça revient, ou de convulsions, et on en obtient de bons effets. Il entre dans beaucoup d'onguents compliqués et d'électuaires royaux. Là c'est signé E.T. Temimi, médecin arabe toujours. Ensuite, les vapeurs de l'ambre sont utiles contre les fluxions algides et fortifient le cerveau. Vous voyez, on est toujours pareil. Dissous dans l'huile de benne, il est utile contre toutes les affections nerveuses et dans la, gibbosité, administré en friction sur les vertèbres dorsales. Il fortifie le cardia, même par la seule application d'une mèche de coton qui en a été imbibée. Pris à l'intérieur, il est utile contre le flux de ventre causé par le froid et contre l'affaiblissement de l'estomac. Ibn Bajjah, médecin arabe. Voilà, donc là on était sur l'ambre gris puisqu'on va passer à l'ambre jaune. Donc là c'est complètement différent. Donc c'est bien, il a pris la peine de faire la différence. Ambre jaune, sur une abeille enfermée dans un morceau d'ambre. Alors vous savez que ça vaut une fortune ces morceaux. Oui, alors là, un insecte que vous trouvez dans un morceau d'ambre, ça vaut une petite fortune. Bon, maintenant, il y a beaucoup de contrefaçons, de choses qui ont été de l'ambre recoulé sur un insecte ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à trouver. Alors là, il met sur une abeille enfermée dans un morceau d'ambre. Elle est renfermée et brille encore au milieu de la goutte produite par les larmes des sœurs de Phaéton, cette abeille qui semble s'être emprisonnée dans son nectar. Elle a reçu le prix de ses travaux importants et l'on peut croire qu'elle a choisi elle-même ce genre de mort. Là, il met entre parenthèses Horace, épigramme, livre 4. Et c'est signé Horace. Ensuite, sur une vipère enfermée dans un morceau d'ambre, vous vous rendez compte les amis, le truc? C'est énorme. Une vipère rampait sur les rameaux pleureurs des Héliades. La perle liquide du succinct la rencontre et coule sur le reptile. Étonnée de se voir retenue par une rosée visqueuse, soudain, elle perd le mouvement, captive dans cet enduit glacé. Ne te glorifie pas, Cléopâtre, de ton royal sépulcre, car une vipère repose dans un tombeau plus noble que le tien. Tu m'étonnes, mais après mourir comme ça, c'est toujours signé Horace, mais aller trouver une vipère dans un morceau d'ambre, ça doit être très très rare, ça doit pareil valoir une fortune. Ensuite, sur une fourmi renfermée dans un morceau d'ambre. Pendant qu'une fourmi s'égare à l'ombre de l'arbre de Phaéton, une goutte de succinct enveloppe l'insecte imperceptible. Pendant sa vie, tout à l'heure encore, il n'éprouvait que le dédain de chacun.
Maintenant, son tombeau vient d'en faire un objet précieux. Bah oui, toujours Horace. On continue, là ce sera Plaine. Les paysannes de la Transpadane portent des colliers de succinct, entre parenthèses ambre jaune, le plus souvent comme ornement, quelquefois aussi comme remède, car il est bon, dit-on, contre les gonflements des amygdales et les goitres qui résultent de la mauvaise qualité des os, si fatale à la gorge et aux parties voisines. Bah oui, puisque vous savez qu'à l'époque, l'eau, elle était pas potable comme nous, en fin de compte, l'eau était filtrée, mais pas tout le monde le faisait, et c'est pas pour autant... c'est pour ça, au fait, qu'il y avait beaucoup de vin aussi, quoi qu'il en soit. Mais l'eau était quand même pas forcément de très bonne qualité, et aller boire une bouteille qui est un petit peu avec une eau un peu passée ou quoi que ce soit, ou une eau croupie, vous allez voir l'état de vos amygdales le lendemain. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que l'ambre fait du bien dans toutes ces zones. On en donne aussi pour les enfants, pour les dents, comme vous savez. On va voir la suite. On polit le succinct en le faisant cuire dans de la graisse de cochon de lait. Les fourmis, moucherons, lézards et autres objets que la transparence du succinct laisse paraître prouvent sa liquidité primitive, car on sait qu'ils n'ont été retenus là que par la viscosité du liquide, qui bientôt, durcissant, a formé autour d'eux une prison. Oui, ça c'est à l'époque, mais aujourd'hui il est probable, il est possible de faire liquéfier quand même de l'ambre tout en mettant un insecte à l'intérieur. Ajoutons que le succinct n'est pas sans utilité en médecine, mais ce n'est pas là ce qui le rend précieux aux yeux des femmes. On l'attache comme amulette au cou des enfants. Selon Callistrate, il est utile à tout âge contre les affections de la lymphe et la strangurie. Soit qu'on le porte simplement sur soi, soit qu'on boive l'eau ou il a bouilli. D'accord ? C'est aussi de Callistrate que vient le nom de c'est chrysélectrum, donné à l'espèce qui offre une couleur d'or charmante le matin et qui, avide de flamme, s'allume avec rapidité si on l'approche du feu. Donc ça doit être une autre variété d'ambre, je pense, avec une couleur très or et qui s'allume avec rapidité lorsqu'on l'approche du feu. Vous savez que pour l'ambre aussi il y a de l'imitation avec de la résine de cerisier. Attaché au cou, le chrysélectrum guérit la fièvre et les maladies. Broyé avec du miel rosa, il dissipe les maux d'oreille. Broyé avec le miel attique, il éclaircit la vue. Réduit en poudre, il remédie aux douleurs d'estomac. Soit seul, soit pris dans l'eau avec du mastic. Toujours signé Plaine. Ensuite, alors... là, on va être sur du vieux français, les amis. Alors déjà que j'ai un peu du mal aujourd'hui, sur de vieux français, ça va être assez rigolo, on va essayer. Je ne m'amuserai pas à toutes les superstitions par le moyen desquelles on pourrait exagérer les propriétés de l'ambre, parce que je deviens droit, peut-être ennuyeux. Alors je deviendrai peut-être ennuyeux, certainement, dans le récit que j'en ferai. Et encore, je vous dis, je vous enlève certaines lettres. Parce que le I, c'est des J, Comme celle-ci des habitants de la Prusse, que parmi la grande quantité que la mer leur jette à bord, ils en ont d'une sorte, blanc comme du cristal, oui, c'est vrai, par le moyen duquel ils éprennent la virginité d'une fille. Alors quand elle est accusée de s'être mal conduite. Et dit-on qu'ils ne feront autre chose, sinon de lui en faire boire à jeun dans du vin, parce que si elle a été déflorée, elle ne peut s'empêcher d'uriner sur le champ. D'accord ? C'est quand même une sacrée époque, Mais mettons ce conte et cet ambre blanc comme du cristal au nombre des fables. Et ce que l'on dit, que sa limaille, je pense que c'est ça, mise dans une lampe, rend une plus grande lumière et dure plus longtemps que de l'huile de lin, et disons sans toutefois rien assurer, que les colliers d'ambre, outre qu'ils servent d'amulettes pour préserver les enfants de tout enchantement et frayeur nocturne,
Garde aussi ceux qui les portent, selon Callistrate, du trouble de l'esprit causé par une frayeur soudaine. Donc en gros, c'est là pour protéger les enfants au niveau énergétique et c'est fait pour éviter qu'ils aient des frayeurs dans la nuit. D'accord. On disait, là aujourd'hui on dit que c'est pour les maux de dents, mais vous voyez, il y avait quand même une base déjà à l'époque, mais qui était un petit peu différente, parce que là on parle pas de maux de dents, mais on parle quand même de tout ce qui est affection de la bouche. On continue, ça va bientôt être fini sur cette partie. Pris en breuvage ou porté au cou, il sert contre les rétentions d'urine, d'accord. Fait sortir les eaux des hydropiques et acétiques en provoquant l'urine. Sa poudre remédie aux faiblesses du cœur, à la peste, au venin et aux maladies contagieuses. Elle remédie aussi à l'apoplexie, c'est ça, et au catarrhe qui tombe sur la poitrine. Ok. Guérit l'épilepsie désespérée, sert aux inflammations de gorge, aux fièvres et universellement à toutes les autres maladies. Bon, c'est un antiseptique notoire apparemment. Et là c'est signé Robert de Berken, et vous avez compris, on est sur des années entre 1500 et 1700. On continue. Là ce sera aussi écrit de la même façon, l'ambre est ami du cœur et empêche le vertige du cerveau. Il provoque les mois retenus. Je pense que c'est les règles. Et c'est signé l'Incurium. C'est voyez l'Incurium au chapitre 210. Ah oui, non, pardon. C'est autre chose, l'Incurium. C'est une pierre. Voilà. Et là, c'est signé l'anonyme, en fait. L'améthyste. Hey, voilà, là on y est. On en a beaucoup en France. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup. Tout le monde sait normalement ce que c'est une améthyste. Donc là, ça va être assez sympa. L'améthyste, il y a 5 espèces. Ces belles pierres sont nommées par les uns pédéros ou anteros. Par les autres, pierreries de Vénus. Leur beauté et leur couleur les rendent dignes de ce nom. À en croire le charlatanisme des mages, elles préservent de l'ivresse. De là est venu leur nom. Alors, je vois juste, là il amène de privatif. Oui, il envoie vers une notation en grec, ivresse. Bon, là je saurais pas quoi vous dire les amis, je sais pas traduire. Y grave-t-on le nom du soleil ou de la lune et les suspend-on au cou avec des poils de cynocéphale ou des plumes d'hirondelle? Elle repousse tous les poisons. Elle repousse tous les poisons, ouvre l'entrée du palais des rois, détourne la grêle et les sauterelles. Toutefois, il faut en même temps réciter une prière que ces charlatans vous apprennent. Traite les mages de charlatans, pourquoi pas. C'est Plaine, toujours là, qui écrit. Ensuite, l'améthyste est incisive et détersive à l'instar de l'émeraude. Là, c'est signé El-Kindi, médecin arabe. Sur un Bacchus gravé sur une coupe d'améthyste. Cette pierre est une améthyste, et moi je suis Bacchus le viveur. Où elle me... Alors, et là il y a vraiment un point, et ensuite ça enchaîne, où elle me persuadera d'être sobre, ou bien qu'elle apprenne à s'enivrer. C'est signé Platon le Jeune, donc il y a vraiment un rapport avec l'alcool. On continue. Je suis l'ivresse, œuvre d'une main habile, et c'est sur une améthyste que je suis gravée. La pierre est bien étrangère au sujet, mais j'appartiens à Cléopâtre, et au doigt de la reine, il fallait que même ma divinité se montrât sobre et décente. Signé Asclépiade. On continue. L'améthyste a la couleur et la grâce du vin ou du pourpre. Oui, alors il y a peut-être une couleur qui devait un peu ressembler. Pourtant, le vin c'est plutôt rouge foncé, là on est plutôt sur du violet. Mais bon. Quoiqu'elle soit orientale et précieuse, si est-elle assez vile. Ok. Néanmoins, elle en garde qu'on ne s'enivre attaché au nombril. Émeut les songes. Ah, là on a la trace des songes. Fait beau teint à l'esprit vif et à celui qui la porte, et chasse les malins esprits. Ses vertus lui est départie par l'étoile dictée, l'étoile, je suis désolée, on est encore en ancien français,
L'étoile dicte cœur du Scorpion, qui est de la nature de Jupiter et Mars. Alors, c'est Ceste, vous voyez, c'est écrit Ceste, vertu, lui, avec un Y, et départi par l'étoile, dicte cœur du Scorpion, qui est la nature de Jupiter, parce qu'il n'y a pas de J, et Mars. Gens de la taille de Bondaroy. J'espère que c'est pas trop fastidieux pour vous. En tout cas, moi, je vous avoue que c'est très fastidieux à lire, parce que c'est vraiment des petits morceaux qui sont tirés de textes anciens. En tout cas, vous pourrez voir, là, on parle déjà des songes. La métisse, qui aujourd'hui est plutôt une pierre d'intuition, on retrouve cette partie des songes. Donc on a aussi l'histoire de l'ivresse, mais c'est marrant parce que l'améthyste, c'est aussi une pierre des états modifiés de conscience. Donc le fait qu'on retrouve dans des textes anciens l'histoire de pas être en ivresse, on revient sur la lucidité et pour justement une pierre qui est aussi la pierre des rêves lucides. Garder la lucidité. Donc elle peut se traduire ici dans l'ivresse et elle peut se traduire ici aussi, là on parle bien des songes, émeut les songes. On continue. Là donc ce texte ancien était signé Jean de la taille de Bondaroy. C'est dommage qu'on n'ait pas les années, ça aurait pu être bien. Ensuite, là on a J.B. Porta, Magia Naturalis, celui-là faudra vraiment qu'on le lise. La métisse paralyse les charmes et opération de la magie. Pierre de protection magique. Ensuite, on a encore notre cher Robert de Berken. Donc toujours, ancien français. Cette pierre empêche l'ivresse, vous voyez, on revient dessus. Elle dissipe les mauvaises pensées de l'esprit et y introduit les belles et satisfaisantes. Mais, ce qu'elle a de plus exquis, c'est qu'elle rend la personne qui la porte gentille et industrieuse, et de plus fort vigilante et allègre. Pourquoi pas? Là, on a un commentaire anonyme, encore ancien. Les Allemands tiennent qu'étant porté, l'améthyste empêche l'urognerie. Alors ça s'écrit Y-U-R-O-G-N-E-R-I-E. Et cette propriété, je traduis, je pense que c'est cette propriété paraît indiquée par la couleur de vin dont elle est revêtue, comme si elle portait cette couleur pour caractère de sa faculté. Pour attirer la vapeur du vin et dissiper les fumées, on tient qu'il la faut mettre sur le nombril. Oui. Bon, il répète ce qu'il disait tout à l'heure. Si vous voulez le mettre, c'est l'améthyste plutôt donc sur le nombril. C'est assez intéressant ça. Ensuite, les esprits qui affectionnent cette pierre sont moins élevés, moins avancés que ceux qui affectionnent l'émeraude. Elle met en rapport avec eux. Donc une pierre qui mettrait en rapport avec les esprits. D'accord? Sauf qu'a priori, l'émeraude permettrait de le faire de manière un peu plus forte. Elle influe beaucoup sur le gonflement de la rate. Elle est affectionnée par des esprits errants dans l'atmosphère sulfurante de la Terre et met en rapport avec eux. Alors, ça c'est signé Ella Kaege. Donc, je relis cette phrase. Elle est affectionnée par des esprits errants dans l'atmosphère sulfurante de la Terre. Donc là, on parlerait, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt de l'intraterre. Pour en parler, donc des esprits de l'intraterre, sulfurante, soufre, donc on parle, c'est sûr qu'il y a une connotation un peu enfer, mais il faudrait voir, et mettrait en rapport avec eux. Alors là, c'est signé Magie magnétique ou Traité historique et pratique des fascinations, Kaage, en 1858. Ensuite, on va avoir Amon, donc corne d'Amon, mais ça, on verra ça plus tard dans corne d'Amon. On a la pierre Androdamas. Donc j'ai fait une petite recherche dessus, je vais vous dire déjà ce qui est écrit. L'androdamas comme le diamant a l'éclat de l'argent. Les magiciens veulent qu'il ait reçu ce nom parce qu'il dompte les emportements et l'impétuosité des hommes. On ne dit point si cette pierre précieuse est la même que l'argidrodamas. C'est signé Plein. Alors j'ai fait ma petite recherche dessus. Parce qu'on a pas mal vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, on a beaucoup de minéraux, finalement les quartzoras, ce genre de choses, qui sont des pierres qui sont pas forcément très officielles en minéralogie. Et là, comme les pierres de sable, la pierre de nuit, ce genre de choses. Puis à l'époque, faut savoir que c'était un peu pareil.
Donc cette pierre, c'est pareil, c'est pas un minéral qui est officiel, c'est pas quelque chose de reconnu. On le retrouve tout le temps dans la litho-intuitive, dans tout ce qui est enseignement ésotérique. Elle est souvent associée à tout ce qui est quartz noir, obsidienne argentée, shungite, ce genre de choses, mais on n'a pas vraiment de nom sur ce que c'est réellement. Donc comme à l'époque ils communiquaient pas entre eux, il n'y avait pas une base mondiale des minéraux, en tout cas très peu, c'est possible que ce soit une pierre qui ait déjà été connue et que la personne l'appelait comme ça. Souvent donc noir profond avec des reflets, gris métallique, et composition, on n'a aucune trace, en tout cas c'est pas documenté pour l'instant, moi j'ai rien trouvé à ce niveau, donc on parle plutôt d'un genre de quartz noir, donc pas d'obsidienne non plus si c'est un quartz, mais en fait en tout cas c'est dans l'aspect. Et c'est quand même donc une pierre qu'on trouverait soi-disant beaucoup dans tout ce qui est lieu énergétique, haut lieu énergétique. Voilà. Donc à voir, c'est quand même pas de l'obsidienne, parce que c'est vrai que l'obsidienne, vous savez, alors pour vulgariser un peu, c'est comme de la pierre, je vulgarise beaucoup même, pierre de lave, donc qui a été refroidie très fortement, qui a l'aspect du verre, et du verre transparent, et on peut avoir des variantes légèrement pétillantes qui peuvent aller vers l'argenté très fortement, voire même du doré. Voilà. Donc pour cette pierre, c'est tout ce qu'on aura. Ensuite, l'antipate. L'antipate noir n'est pas diaphane. On éprouve cette pierre précieuse en la faisant cuire dans du lait. Elle doit lui communiquer l'odeur de la myrrhe. Elle est, dit-on, extrêmement utile contre les enchantements. Toujours signé Plaim. Alors pareil ici, j'ai fait aussi mes recherches pour voir à quoi ça pourrait correspondre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parlerait plutôt de corail noir fossilisé, qui serait à l'époque qui était utilisé pour des talismans, et on revient toujours avec le verre volcanique sombre, c'est-à-dire l'obsidienne très très dense, et c'est des pierres pareil, on n'a pas de traces sur vraiment leur composition chimique, et on en parle quand même comme des boucliers énergétiques, tout ce qui est bouclier contre les forces obscures, un bouclier très très fort. Après, vous vous souvenez ce qu'on avait lu avec Papus, à partir du moment où la personne croit qu'on lui donne un talisman qui va être puissant, tout de suite bizarrement tout fonctionne quoi. Donc le mental va aussi beaucoup avec. On va passer à la suite. Alors avec des pierres qu'on connaît un petit peu mieux, Aphidamne ou chrysocole. Donc aujourd'hui chrysocole, c'est bon, on sait ce que c'est. Vous savez, c'est une pierre un petit peu bleutée, verdâtre, très jolie. L'aphidamne, autrement chrysocole, se trouve dans la partie de l'Inde où les fourmis déterrent l'or. Et elle-même offre quelques ressemblances avec l'or. Sa forme est carrée, alors non, c'est pas de l'or, la chrysocole. Sa forme est carrée, elle a la prérogative de l'aimant, et de plus, elle attire l'or. Alors, je vais regarder ce qu'il en est. Pareil, je vais faire une recherche dessus. Vous voyez, finalement, c'est tout l'intérêt de la lecture du livre. Donc on mettra un peu plus de temps, mais au moins ça nous permettra de faire un rapport avec les pierres d'aujourd'hui, ce que vous n'avez pas dans le livre de l'époque. Faudrait limite que je reprenne ce bouquin et que je réécrive derrière. Alors, j'ai fait un petit peu mes recherches. Je peux vous dire, ce bouquin, il m'aura fait prendre du temps. Donc, à l'époque, il faut savoir que le mot chrysocole désignait toutes les substances utilisées pour souder ou purifier de l'or. Ça n'avait rien à voir avec notre fameux minéral turquoise qu'on appelle chrysocole aujourd'hui. Mais vraiment rien. Donc, là, on parle pas du tout de chrysocole dans cette partie-là, on serait plutôt sur de la pyrite. Pourquoi ? Parce que on voit bien, la chrysocole, elle, la moderne, elle est turquoise bleu-verte, elle est amorphe, c'est une roche qui est plutôt massive, qui n'est absolument pas cristalline, et qui n'a aucune propriété magnétique. Après, et en plus, elle ne vient absolument pas d'Inde. Donc là, a priori, on se demande, est-ce qu'on serait pas sur une roche type pyrotite, pyrite, magnétite, quelque chose comme ça, de manière parce que là, en tout cas, c'est pas du tout de la chrysocole. Et quand on fait la recherche sur l'aphidamne, on n'a aucune donnée scientifique qui ressort sur cette pierre-là réellement. Donc tout ce qu'on peut trouver comme hypothèse, ce serait vraiment cette pyrite qui aurait justement des cristaux cubiques, de la magnétite qui serait mêlée à un minéral doré, ou alors une pierre alchimique symbolique,
qui pourrait ressembler un petit peu à la pierre philosophale, mais bon, la pierre philosophale en général est plutôt rouge. Enfin voilà, ou un nom qui aurait été corrompu ou qui serait pas du tout le même. Ce qui nous montre bien qu'au niveau de ce livre, notre cher Santini, donc même si il récupère, il va récupérer donc des données anciennes, hein, c'est tout ce qu'il fait, hein, il les remet, mais il s'est pas chargé de vérifier. Et pareil, Plein peut tout à fait se tromper. Hein. C'est tout. D'ailleurs, on va voir la suite. Alors, arabique. Pour moi, arabique, c'est la gomme arabique. Mais qu'est-ce qui nous met? L'arabique ressemble à l'ivoire, pour lesquels on la prendrait effectivement sans sa dureté. L'arabique ressemble à l'ivoire, pour lequel ou la prendrait effectivement sans sa dureté. Bon, signé Plein. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que voilà. L'avantage ici dans ce livre, c'est surtout essayer de découvrir les traces anciennes des pierres qu'on connaît aujourd'hui. Là, on va continuer. Je vais pas m'arrêter sur celle-ci. La suivante. Aspilastis. Selon Démocrite, l'aspilastis, qui a la couleur de la flamme, naît dans l'Arabie. On l'attache avec un poil de chameau au corps de ceux qui ont des obstructions à la rate. J'ai lu qu'il s'en trouve dans les nids de certains oiseaux d'Arabie. Une autre, Aspilastis, se trouve encore dans ce pays, à Leucopètre. Rayonnante et couleur argent, elle est utile contre la folie. Toujours signée Plein. Est-ce qu'on a autre chose sur cette pierre? Non, pas sur celle-là. Alors, on va regarder ce que c'est. Alors ici, pour tout ce qui est pierre de flamme, de cette couleur, on pourrait plus parler de la cornaline, puisqu'elle était utilisée en Égypte déjà, pour tout ce qui était purification du sang. On verra plus tard ce que ça donnerait. On a aussi tout ce qui est leucopètre, argentée, rayonnante. Ça, ce serait plutôt du galène, la pierre de lune, peut-être la sélénite, l'hématite. C'est peut-être plutôt, vu qu'elle brille un petit peu, la pierre de lune ou de la sélénite. Et puis alors, sur les nids d'oiseaux, là c'est quand même une croyance populaire à la base. Hein. Donc vraiment là, pour ce coup, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est pas une pierre qui est connue, qui est pas trouvable. Faudrait creuser un petit peu plus. Je vais écrire un bouquin là-dessus. Ce serait intéressant. Je suis sûre que je découvrirai des choses. On continue. Donc là, on est sur la pierre astère. Sur le mont Béléné, en Phrygie, se rencontre une pierre nommée astère, qui, au commencement de l'automne, jette pendant la nuit tout éclat du feu. Ça, c'est signé Plutarque. Plutarque, c'est quand même... c'est pas rien. Donc Plutarque, on voit sur la dénomination des fleuves et des montagnes, et sur ce qui s'y trouve. Je vous laisserai faire cette recherche parce qu'on va en avoir encore 4. Enfin là, tous les 5 qui arrivent, à la limite, faites vos recherches vous-même parce que, quoique, on va voir la suite. Mais bon, allez, d'accord, je vais regarder ce que c'est. Mais comme vous savez, je lis ces livres beaucoup pour moi. Je vous les fais partager, mais c'est surtout pour moi parce que je fais des recherches personnelles aussi. Alors, et si vous pouvez en profiter, tant mieux. Alors l'astère, quand même, là on en parle comme une pierre qui serait plutôt vraiment la pierre des mystères phrygiens, qui brille non pas de feu matériel mais du feu invisible qui guide l'âme à travers la saison sombre. Donc on fait une hésitation sur plutôt la pierre de lune noire et de la fluorite ou peut-être de la sélénite. Voilà, la fluorite dans le sens où elle pourrait être aussi fluorescente, enfin phosphorescente. Elle n'est pas phosphorescente, la fluorite va être vraiment fluorescente, c'est-à-dire que vous pointez une lumière bleue dessus et elle va changer de couleur. Voilà, donc on penserait plutôt à ça. On va continuer avec l'astroïte. Aucun estime que l'astroïte rend victorieux l'homme qui le porte au col. Alors là c'est signé Cardan Jérôme, de Subtilitate, traduction française, en 1584. C'est pour ça que la phrase est aussi difficile, enfin, pas évidente. Aucun estime que l'astroïde rend victorieux l'homme qui la porte au col. Donc a priori, cette pierre ce serait... Alors l'astroïde, il faut savoir que vous avez un effet en général qui est connu, qui veut dire pierre étoilée.
Donc avec un effet d'étoile sur la pierre, donc vous avez pour ça le rubis étoilé, le saphir étoilé, la spinelle étoilée, le spinel étoilé, pardon. Donc il est probable que ce soit une de ces 3 pierres. Ensuite, astigé. On trouve dans l'Euphrate une pierre nommée astigé, que les sages-femmes mettent sur le ventre des femmes dont le travail est difficile et qui les fait sur le champ accoucher sans douleur, toujours Plutarque. Donc là on partirait plutôt sur des pierres qui sont liées à l'accouchement, donc on aura la cornaline, on aura le jaspe rouge aussi, et la pierre de lune, mais on n'a pas de suggestion à la rayonnance, donc plutôt ce qui est jaspe rouge ou cornaline. Ensuite on va avoir Atizoué. Selon Démocrite, l'Atizoué, qu'on trouve en Inde, en Perse et au mont Ida, a l'éclat de l'argent. Elle a 3 doigts de longueur, sa figure est celle d'une lentille, son odeur est agréable. Vous avez vu, on reparle d'odeur. Hein. Alors là, sur cette pierre, à part de l'hématite, qui pourrait avoir un éclat de l'argent, ou pareil, de tout ce qui est mica, ou... c'est assez particulier. Là, on n'a pas assez de données de toute façon. On continue. Orophylax. On trouve dans le pactole une pierre appelée orophylax qui ressemble à l'argent. Il est assez difficile de la distinguer parce qu'elle s'est mêlée avec les paillettes d'or que le fleuve roule dans le sable. Elle a une propriété singulière. Les Lydiens riches, qui sont seuls en état de l'acheter, la placent sur le seuil de la chambre où sont contenues les richesses et conservent ainsi sans danger l'or qui y est enfermé. Car toutes les fois que des voleurs s'en approchent, cette pierre rend le son d'une trompette et les malfaiteurs qui se croient poursuivis s'enfuient et tombent dans un précipice. L'endroit où ils meurent, ainsi de mort violente, est appelé la prison du pactole. Signé Plutarque. Alors je vais voir s'il y a une trace d'orophylax. Alors ici on serait plutôt sur un galène ou un mica ou peut-être même un platine natif. Donc il faut savoir, c'est assez intéressant cette histoire, c'est que en fait cette pierre elle se trouve principalement... Alors attendez, j'ai un hélicoptère qui passe au-dessus. Vous l'entendez? Ah, là je vous dis, je le vois, c'est pas tous les jours, hein. J'en ai les fenêtres qui tremblent. Je vous l'ai fait vivre en direct, c'est pas tous les jours que ça arrive. J'aurais pu couper, mais c'est un événement original. Alors, il faut savoir une petite chose, c'est que le fleuve, et là c'était un hélicoptère privé, vous voyez, il était tout blanc, il n'y avait rien dessus. Alors vous allez apprendre quelque chose, c'est que en Asie mineure, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Pactole. Et a priori, c'est dans ce fleuve qu'on trouve beaucoup de paillettes d'or. Et c'est justement de ce fleuve que provient cette fameuse pierre Orophylax. Mais on ne sait pas trop ce que c'est à la base pour l'instant. Il n'y a pas d'affiliation par rapport à une autre pierre qui serait véritablement connue maintenant et référencée aujourd'hui. On continue. Autoglyphe. Dans le fleuve Sagaris existe une pierre sur laquelle se trouve empreinte l'image de la mère des dieux. Si un des prêtres de Cybèle, vous savez, Cybèle c'est la déesse de tout ce qui est en rapport avec l'agriculture. Si un des prêtres de Cybèle rencontre une de ces pierres, ce qui arrive rarement, il ne s'étonne plus de la castration et soutient avec intrépidité la vue de cette opération contraire à la nature. D'accord, ils étaient à fond là-dessus quand même. Mais au moins il y avait une régulation de la population. Mais quand même, vous avez vu, on entend souvent parler de virginité ou ce genre de choses dans les livres de l'époque. Alors l'autoglyphe, qu'est-ce que c'est? Alors là, pareil, rien du tout. Ça pourrait être une pierre sur laquelle il y aurait peut-être des dessins ou directement dessus. Donc il peut y avoir pas mal de choses. On a la septariaque comme ça. On a... on parlait de Moki Ball, mais non, les Moki Ball, c'est pas vraiment des dessins. L'agate, c'est vrai que l'agate, on a pas mal de choses. La lodolite, on va avoir des inclusions, on peut voir certaines choses. En tenant compte de la zone géographique dans laquelle il nous indique la pierre. Et là, on va pas s'étendre plus. On va passer aux pierres B.
Donc béryl, bon bah là c'était aigmarine, il mettra rien de plus. Borax, ça vous savez ce que c'est, il passe pour endormir. Bon, il passe pour endormir, signé J.B. Porta, Magia Naturalis, bon. Bronte, la pierre bronte tombe de la tête des tortues foudroyées et éteint à ce qu'on dit le feu de la foudre, toujours Plain. Alors lui il nous dit des trucs. Bon là c'est pareil, après je recherche, on aura peut-être une association avec la fulgurite, l'obsidienne, mais rien de très concluant. On arrive sur les C. Les C, donc on va avoir la calaïte, donc là il nous renvoie vers la turquoise, la calamite il nous renvoie vers l'aimant, donc là au moins c'est bien parce qu'on a des pierres connues. Là on va avoir cathochitis, ou cathochitis, on dit bien malachite. La cathochitis, je vais dire qu'on trouve en Corse, est plus grande que les autres pierres précieuses. Une particularité merveilleuse, si toutefois cela est vrai, c'est que, comme de la gomme, elle retient captive la main qui se pose sur elle. Toujours signé Plain. Alors pour cette pierre, on pourra avoir peut-être une pierre un peu bitumeuse, une pierre un petit peu collante. Pareil, comme de la gomme, vous voyez, donc une sorte d'ambre. Après, il en parle particulièrement pour la Corse. On va voir la suite. La Corse, et c'est une particularité de son territoire, produit seule la pierre tout à fait remarquable dite cathochitis ou cathochitis. Cette pierre est plus grande que celles qui servent à l'ornement. C'est moins une gemme qu'un caillou. Donc voilà, elle a plutôt un aspect pierreux, si elle dit ça. Elle retient captive la main qui s'y pose, s'unissant à tel point au corps qui la touche, qu'il y demeure attaché. Elle semble enduite de je ne sais quelle matière visqueuse, vous voyez, semblable à de la gomme. On dit que Démocrite d'Abdère portait souvent cette pierre pour montrer les forces occultes de la nature dans les luttes qu'il soutint contre les mages. Donc là, c'est le livre Solin, Caius Julius Solinus, géographe latin, IIIe siècle. Donc c'est-à-dire qu'ils en parlaient déjà à l'époque. À se demander si c'est pas nous qui avons les mauvais termes. C'est signé Solin ou Soline. Parce que là, quand on voit ces termes-là et que ces termes ont finalement été retenus pendant des milliers d'années. Ensuite, on arrive à la corne de cerf. Donc là, oui, ce sera avoir corne de cerf. Ensuite, on va avoir Chabassios ou Cabassios, je sais pas comment ça se prononce. Tu nous rafraîchis dans les maladies où la flamme nous dévore, et tu nous sers de remède si nous sommes piqués par un scorpion. Ça, c'est Orphée les pierres. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Parce que là, c'est pareil, c'est pas du tout un nom connu aujourd'hui. Donc, pareil ici, on n'a rien. Après des recherches, alors j'ai pas poussé énormément, mais ça pourrait peut-être ressembler à la chastolite, et encore, y a pas de choses vraiment sûres. Ensuite, la calcédoine. Bon, la calcédoine, vous voyez onyx, oui, on est dans la grande famille des agates, hein. Ensuite, tout ce qui est calcédoine, coloré, onyx noir, onyx tout court, onyx bleu. Ensuite, on va avoir calcophone. La calcophone est noire et a le son de l'airain. On prescrit aux tragédiens d'en porter une. Signé Plain. Ensuite, la chélonie, donc toujours une pierre qui n'est pas identifiée aujourd'hui. La chélonie est l'œil de la tortue de l'Inde. C'est ici que les mages en viennent aux impostures les plus monstrueuses. Enduite de miel et placée sur la langue le jour tout entier, à la pleine ou à la nouvelle lune avant le lever du soleil si l'on est dans le décours, et tous les autres jours de 6h à midi, elle donne la connaissance de l'avenir. Il y a aussi la chélonitis qui ressemble aux tortues. On vante beaucoup leurs vertus pour calmer les tempêtes. Au contraire, celles qui sont parsemées de grains d'or soulèvent les flots si on les fait cuire avec un scarabée et qu'ensuite on les jette dans l'eau bouillante. Pas d'identification sur cette pierre-là. Ensuite, la chloritis. La chloritis qui a la couleur de l'herbe se trouve dans le gésier de la motacille avec laquelle on suppose qu'elle naît. Les mages recommandent de l'enchasser dans du fer pour servir à certaines opérations merveilleuses. Alors,
Ça ressemble beaucoup à la chlorite. Et effectivement, la chlorite, c'est un quartz avec des traces de chlorite à l'intérieur, donc c'est vert, tout simplement. Ça fait comme une mousse verte. Alors attention, c'est pas une agate mousse, hein. Et on en parle, cette pierre-là aussi, comme la renaissance des tissus, la régénération des tissus, notamment suite à des brûlures, à des rayons, etc. Alors, ensuite, la chrysocole, donc là, il nous ramène à la fidnane, mais finalement qu'on n'est pas. La chrysolite. On estime que la chrysolite réprime grandement la paillardise s'il est porté touchant la chair. Mis sous la langue des fébricitants, il apaise la soif, je pense. Alors, faut savoir que soif, à l'époque, ça s'écrivait S-O-U-E-F. Laquelle chose, quoiqu'elle soit commune au cristal et à plusieurs autres pierres, non toutefois tant évidemment qu'au chrysolite, signé Cardan. Vous avez compris que c'était un texte de 1500 et quelques. Le chrysolite fait repentir l'homme des fautes qu'il a commises, ça c'est Porta. Le chrysolite, qui est notre topaze ordinaire, est de couleur jaune et reluisante et tirant sur le vert jet. Vous savez que la topaze, on peut en avoir des jaunes ici, topaze impériale. Le vrai doit être oriental et de si grande dureté qu'il ne doit céder au saphir. C'est une pierre de rare excellence, pourvu qu'il ne soit taché d'aucune marque noire, donc la plus pure possible. Là, je peux vous dire, là, je suis encore sur des textes anciens, là, où je suis obligée de traduire. Il peut sur lui engraver et représenter quelques visages, étant seul entre les pierres plus précieuses qui endurent la lime, et pour la mollesse ou le poli d'une roue destin. Pas le destin, destin D''ESTIN. Il est de si grand froideur qu'il ose l'altération. Alors je pense que c'est O-S-T-E, l'altération à ceux qui ont la fièvre, étant mis sous la langue, et de l'étoile nommée couronne septentoriale, entre parenthèses qui est la nature de Vénus ou de Mars, il reçoit cette vertu de maintenir la chasteté, refroidir l'ardeur de Vénus, et de donner allégresse à qui la porte, entre parenthèses, s'il touche à sa chair. Et du soleil à ce don spécial qu'il est propre et fort bon contre la frénésie et l'humeur mélancolique, visions lesquelles il fait disparoir. Jean de la taille de Bondaroy. On continue. Ainsi la pierre chrysolite, qui a une petite couleur verte et luisante, dans laquelle, quand elle est exposée au soleil, il paraît une étoile d'or, qui fortifie les esprits, soulage les asthmatiques, et en la perçant, quand on la met au bras gauche, elle fait passer les songes, visions, et fantômes, et la folie, et fait revenir le bon sens, voire topaze. Donc ça c'est signé Cornelius Agrippa. Alors après vérification, il semblerait que la chrysolite c'est quand même plutôt du péridot, petite pierre verte qu'on retrouve sur certaines roches et en général qui dépasse pas, dont les cristaux dépassent pas 1 à 2 cm, un grand maximum. Donc ce serait plutôt du péridot que directement de la topaze. Voilà. Ensuite, on voit chrysopare, donc vous voyez topaze dans chrysolite, donc là encore il remélange, chrysopase, encore il renvoie à topaze et chrysolite, sachant que c'est chrysopare, chrysopase, donc deux pierres pour lui qui sont différentes, enfin deux noms différents. Il existe aussi la chrysoprase qui est complètement différente. On continue. Donc on a la synédie. La synédie se trouve dans le cerveau d'un poison du même nom. Blanche, oblongue, elle prédit à qui veut bien la croire la tempête ou le calme des eaux, selon sa couleur, selon que sa couleur est nuageuse ou claire, signé Plein. Alors, synédie, c'est pareil, à mon avis, c'est une pierre qui, pareil, n'est pas connue. Alors, pour cette prochaine pierre, vous allez tous rigoler, il s'agit d'une pierre qui s'appelle Clitoris, et qui, pareil, dont l'identité actuelle n'est pas reconnue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi il s'identifiait. Le mont Lillet, dans les Indes, produit une pierre de couleur noire appelée clitoris. Les habitants du pays la portent comme ornement à leurs oreilles, Plutarque. Donc aucune donnée sur cette pierre, en tout cas moi de mon côté. J'ai pas cherché à fond, mais voilà.
Ensuite, on va avoir Clupea ou Scolopide. Dans la Saône se trouve un poisson nommé Clupea, qui est blanc quand la lune est dans son croissant et noir dans son décours. Lorsqu'il est parvenu à toute sa grosseur, il se tue avec ses propres épines. Ce poisson a dans la tête une pierre semblable à un grain de sel, et cette pierre est un remède souverain contre les fières cartes, si on l'applique sur le côté gauche dans le décours de la lune. Mais dites donc, Plutarque. Et bossé, hein, vous avez vu, il n'y avait pas Amazon à l'époque. Hein. Alors on continue. Là, cette fois-ci, on va avoir Colotte ou Coyote, mais je pense que c'est Colotte. Le Nil produit certaines pierres appelées Colottes, que les hirondelles ramassent après que les eaux du fleuve se soient retirées pour construire le mur chélidonien. Ce mur que construisent les hirondelles résiste à l'impétuosité des flots et empêche que le pays ne soit ravagé par l'inondation. Signé Plutarque, comme toujours. Le corail. Ah, là on va avoir beaucoup de choses sur le corail. Le corail est froid au premier degré et sec au second. Il fortifie les yeux par son action détersive et desiccative des humeurs qui s'y sont fixées, particulièrement celui qui a été brûlé et lavé. Le corail est un des médicaments qui fortifient le cœur, qui sont utiles contre les palpitations et qui provoquent la gaieté en vertu d'une propriété qui lui est spéciale. Dans cette action, il est aidé par ses propriétés clarifiantes, dessicatives, consolidantes et astringentes. Ça, c'est signé Ayesen, médecin arabe. Ensuite, le corail arrête les hémorragies et dessèche les humeurs. Ça, c'est Massid Ed Dimaski, médecin arabe également. Son action dessicative est très puissante. Son astringente l'est moins. Son astringence l'est moins. Il est utile contre la dysenterie. Il est doué d'une certaine subtilité et on l'utilise contre les nuages et l'albugo. Et contre les crasses de l'œil, employé comme collier. Il nettoie bien les dents. Ibn Massa, médecin arabe. Ensuite, au dire d'Alexandre, si l'on suspend du corail au cou d'un sujet épileptique et d'un goutteux, ils s'en retireront davantage. Ça c'est Razès, médecin arabe. Ensuite, vous avez vu qu'il y avait quand même beaucoup de textes médicaux aussi chez eux. Il n'y a pas que dans là qu'on en entend parler. Réduit en poudre et employé comme dentifrice, il fait disparaître les taches des dents et fortifie les gencives. Médecin arabe, Ishaq ibn Amra. Fortifie les gencives, donc ils avaient déjà des problématiques. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de sucre, ça devait tenir le coup quand même. Suivant Galien, si l'on prend 3 daneks de corail brûlé, qu'on lui associe un danek et demi de gomme arabique, si l'on pétrit le tout avec du blanc d'œuf et qu'on administre avec de l'eau froide, c'est un excellent remède contre les craquements de sang. Le côté risé, je sais pas. En somme, si l'on fait entrer le corail brûlé dans les médicaments employés contre les hémorragies, quel que soit l'organe où elles siègent, il les suspend et les arrête. Voici la manière de brûler le corail. Où on prend la valeur d'une once, oh là là, et on le met dans une vase neuf, d'accord, d'argile, dont on lutte l'ouverture. On le met dans un four à la tombée de la nuit et on l'enlève une fois brûlé, puis on le met en réserve. Signé Ahmed Zben Abid Khaled, médecin arabe. On l'emploie dans les préparations ophtalmiques à l'état pulvérulent, comme collyre détersif contre les pustules, onglets et autres affections semblables. Ça c'est Ibn S. Saïg, médecin arabe également. Il y en a un sur le corail. Hein. Ensuite, le corail n'est pierre précieuse. Vous avez vu ce genre de phrase comme j'ai des difficultés à lire ce bouquin, j'ai l'impression de revenir à Piob. Le corail n'est pierre précieuse. Je bégaye tellement j'arrive pas à lire. Le corail n'est pierre précieuse. Bon. L''EST. Hein. On en trouve de 3 couleurs. De blanc, de rouge et de noir qu'on peut voir toutes 3 en une plante. Le corail rouge est le plus excellent et ce qui est rouge de lui comme pourpre et resplendissent comme feu
a cette vertu comme le jaspe de conforter grandement le petit ventre, étant suspendu droitement dessus. Il est de substance tant subtile, entre parenthèses entre les choses qui croissent en la mer, qu'il conforte le cœur, le cerveau et tous les membres, tempère les esprits, récrée l'entendement, et par l'influence de Jupiter et de Vénus, donne ainsi l'aide à l'homme contre l'épilepsie qui est le mal caduc. Le propre aussi du corail rouge, entre parenthèses dont je parle, est que pendu au col et touchant la chair, il devient pâle si l'homme est malade, ou si, alors attention, ou si de bref, le doit être, ou s'il a bu quelque poison qu'il ne sent encore, de façon qu'on s'émerveillera de cela, mais la cause est que la mauvaise humeur du mal, qui n'a fait encore de fâcherie à l'homme, afflige, par admirable expérience, la substance plus subtile du corail. Bon, c'est un antipoison, quoi. Signé Jean de la Taille. Oh là là. C'est très dur. Là, c'est pareil, on va avoir encore autre chose, texte très ancien. C'est un remède souverain contre les piqûres de l'aspic et du scorpion. Il a la vertu d'atteindre et de refroidir. Il fortifie le cœur, l'estomac et le foie. Calciné, il est excellent pour les tranchées pour la gravelle et les douleurs de la vessie. Si l'on boit sa cendre dans de l'eau et ce breuvage continué, il consomme la rate. Ok. De même, il fait dormir le fébricitant, s'il boit de cette cendre dans de l'eau ou du vin. Et si on veut croire Boès, ça doit être ça, il dit qu'étant malade d'une fleur pestilentielle, alors c'est fieur pestilentielle, et absolument désespéré de sa santé, il fut parfaitement guéri par le moyen de 6 petites gouttes de teinture de corail qu'on lui fit prendre. Il a la vertu du jaspe pour arrêter toutes sortes d'hémorragies, et il est singulièrement propre à ceux qui rendent le sang par la bouche. Sa cendre, dont j'ai déjà parlé, hoste l'inflammation des yeux, sert à incarner les ulcères fistuleux et corneux, et à subtiliser les cicatrices. Il sert d'allumette contre les épouvantes, enchantements, sortilèges, venins, épilepsie, foudre, tempête et périls de mer, précéru de la peste et de toute maladie vénéneuse et contagieuse. Arnaud de Villeneuve dit, de plus, que si on fait prendre 10 grains de corail rouge à un enfant avec le lait de sa mère, pourvu que ce soit le premier enfant qu'ait eu sa mère et que l'enfant n'ait encore pris autre viande ou boisson, qu'il sera garanti pendant toute sa vie de l'épilepsie. Les gymnosophistes ont opinion qu'ils contre-gardent de tout malheur et infortune. Aussi, il y en a qui estiment qu'étant mis en poudre et jeté sur terre, il arrête les foudres et les tourbillons, détourne la peste et la grêle, et purge les arbres de toutes sortes de vermines. Et on adduce que l'espèce qu'on nomme antipathe empêche l'effet des enchantements. Et finalement, pour ne rien omettre de ce qui concerne le corail, on dit que son rouge est bien plus beau et plus vif quand il est porté par un homme que par une femme. Porté par un malade qui se meurt ou est péril, il devient pâle, livide et tout taché, ça on l'avait déjà vu, et bien certainement que par le changement de sa couleur, il adurtit de quelques maladies prochaines. Bon, je pense qu'il avertit. Ça permet de voir si vous allez être malade. De plus, quand il a perdu sa couleur, on la lui peut redonner, et fort belle, ou en la suspendant au-dessus d'un fumier durant plusieurs jours, pourvu toutefois qu'il n'y touche point, ou en le couvrant d'une semence de moutarde, ou bien en le l'aluant avec du pain mouillé. Bon. Robert de Berken. Vous voyez, et encore là j'ai fait des efforts, je vous dis pas, j'ai même réenregistré par-dessus. Il y a vraiment des choses qui sont impossibles à lire. Là, on a J.B. Porta qui nous dit « Le corail arrête le sang, écarte les mauvais génies, éloigne les terreurs paniques, préserve de la foudre et de la grêle,
Albert le Grand, si tu veux pacifier les tempêtes et passer les fleuves, prends le corail, et l'un blanc, l'autre rouge. Il est expérimenté qu'il restreint le sang incontinent et ose, je pense que c'est ôte la folie de celui qui le porte et donne sapiens. Ok, on continue. Le corail a la faculté de dessécher et de refroidir. Celui qu'un homme porte rougit et celui qu'une femme porte pâlit. Donc si vous êtes une femme et qui pâlit, rassurez-vous, c'est pas forcément que vous êtes malade. L'arbrisseau de corail croît de hauteur qu'un homme avant que de rougir. Ça c'est anonyme. Bon, on en a encore un petit peu les amis. Pour voir en dormant la personne qu'on épousera, ayez du corail pulvérisé, de la poudre de diamant avec du sang de pigeon blanc, et en faire une pâte qu'on enfermera dans une figue. Et ouais, il y avait pas Amazon. Après avoir mis le tout dans un morceau de taffetas blanc, se le mettre au col et placer sous son chevet une branche de myrte en disant à cette oraison: Curie clémentissime qui Abraham, servotio détenu. Enfin, là, si vraiment vous le voulez, je vous le redonnerai. Et c'est tout un texte en latin et c'est signé Léonard Vert. Par contre, je peux vous le traduire, parce que j'ai la traduction, donc je vais vous le dire. Ô Seigneur très clément, qui donnera une épouse à ton serviteur d'Abraham, et indiqua à son fils très obéissant par un signe admirable la femme que tu lui destinais. Rebecca veuille désigner à ton serviteur ou à ta servante, par le ministère de tes esprits, la femme, entre parenthèses, ou l'homme, que je dois épouser. Voilà. Et là, on a Babylette, Asaibi, Abu Malit, Amen. Et là, c'est tiré d'un livre de 3 livres de charme, sorcelage ou enchantement de 1583. Bon, on a beaucoup de choses sur le corail. Le corail a les propriétés du rubis et convient au sang échauffé aux personnes qui ont la figure enluminée. Ça, c'est Cagney. Ensuite, on a la cornaline, et puis on va finir par la cornaline. On a pas mal de choses sur la cornaline, mais ça va encore. Donc la cornaline, portée sur soi, assure la victoire. Ça, c'est JB Porta. Elle a la propriété d'apaiser les douleurs, de la colique, et étant pulvérisée, elle ôte la rouille des dents et arrête l'hémorragie la plus obstinée. Ça, c'est Robert de Birken. Les esprits la recherchent peu, mais elle a diverses propriétés physiques. La blanche pure convient aux maladies des yeux, c'est-à-dire aux taie naissantes. Celle d'un rouge pâle convient au sang faible. La rouge brun au cœur, au sang échauffé et aux maladies de foie. Celle à filet rouge brun et clair convient aux maladies de la rate. Il est entendu que ces pierres doivent être pures et montées sur une bague portée à l'annulaire de la main gauche. C'est toujours Cagney. Alors, je reprends parce que la cornaline, c'est une pierre de nos jours quand même. Donc, vous avez vu maladie des yeux, donc blanche pure pour les maladies des yeux. Alors, c'est plutôt de la guêle blanche en fait là. Rouge pâle convient au sang faible. Rouge brun, on va vers la sardoine, c'est pour le cœur et le sang échauffé, maladie du foie. Voilà. Et puis je vais vous mettre la corne d'Amon, pareil, là on n'a pas vraiment donné. La corne d'Amon est une des gemmes de l'Éthiopie que l'Éthiopie révère le plus. Sa couleur est celle de l'or, sa figure en trace une corne de bélier. Elle donne, dit-on, des rêves de divins et prophétiques. C'est Plein. De toute façon, Plein, j'ai l'impression que s'il nous raconte, c'est pas un livre qu'il faudra lire. La corne de cerf, après derrière, lorsque tu auras entre les mains de la corne de cerf, ne manque pas de t'approcher des dieux immortels. Les cœurs immortels, le cœur des immortels est réjoui quand il voit cette œuvre merveilleuse de la nature produite par la tête de cerf. Ce n'est pas, en effet, une pierre, mais quelque chose qui lui ressemble. Si tu es chauve, elle te fera croître les cheveux. Car en la pilant dans de l'huile et en te frottant tous les jours les tempes de ce mélange, tu sentiras des poils nouveaux naître aux endroits où tu étais chauve. Dites donc. Si pour la première fois, jeune homme, toi-même, tu conduis à ton lit nuptial une jeune épouse, aie cette pierre pour témoin de ton bonheur, et alors un lien indissoluble d'amitié vous liera l'un à l'autre pour la vie. Signé Orphée
et les pierres. Pareil ici, c'est pas du tout une pierre qui est connue. Alors est-ce que c'est la vraie corne de cerf? Ça ce serait peut-être autre chose. Hein. Coryba. On trouve sur le mont Mycène une pierre nommée Coryba, dont la couleur ressemble à celle du corbeau. Ceux qui la portent sur leur personne n'ont à craindre aucune vision monstrueuse. Ça c'est signé Plutarque. Pareil, hein, là aussi c'est une pierre oubliée et qui n'est pas forcément connue aujourd'hui. Hein. Donc on va passer à Coryphore, ça doit être à peu près pareil. Qui ne sait pas que cette pierre chevelue, une pierre chevelue, mêlée à de l'ail aigre, chasse les insectes qui blessent la tête et les scorpions qui lancent des traits acérés. Elle est parfaitement semblable à la chevelure d'un homme. Broyée dans le vin généreux, elle délivre des blessures de l'aspic qui engendrent la mort terrible si on la mêle modérément avec de l'huile rosée et qu'on se frotte avec ce mélange chaud, on aura un excellent remède pour les douleurs du cou. En la mêlant avec du miel, on dissipe les eaux dangereuses qui s'amassent dans les ventres des hommes et peuvent menacer de dégénérer en tumeurs indécentes dans les parties masculines. Signé Orphée. Bon. Écoutez, on a bien avancé pour cette partie. J'espère quand même que ça vous a plu. On a remarqué quand même deux choses. C'est que la première, on a énormément de pierres qui sont pas reconnues aujourd'hui. Et d'autres, que certains auteurs, comme Pline, peuvent se tromper. Voilà. J'espère pour l'instant que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et on se fera la suite très prochainement en tout cas. Je vous souhaite une belle journée sur Livre ésotérique ancien. À bientôt!